Bonsoir à tous. À la une de ce journal, après l'échec des premières missions gouvernementales sur le théâtre de la crise anglophone, Joseph John Gutey, envoyé spécial du chef de l'État, est engagé dans une mission à haut risque à Bamenda, à savoir convaincre l'opinion de la volonté de Paul Biya d'engager le dialogue et de mettre fin à 3 ans de violences meurtrières dans le chaudron de la crise anglophone. Vous suivrez dans ce journal les premiers pas du chef du gouvernement sur les braises ardentes de la crise anglophone et ses premiers mots à l'endroit des femmes victimes de cette guerre. Elles ont exprimé leur souffrance et leur exaspération face à l'enlisement de la situation. C'est le dossier du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Joseph John Gutey, Premier ministre, envoyé spécial du chef de l'État, est à Bamenda pour engager des discussions avec les populations et autres parties prenantes dans cette crise anglophone. À peine n'est-il arrivé qu'il a été accueilli par ces femmes mobilisées à Bamenda, dans le centre-ville. Elles sont venues exprimer leur souffrance, leur colère, leur tristesse et leur exaspération face à l'enlisement de la crise anglophone. Et le Premier ministre n'est pas resté indifférent à cette mobilisation des femmes dont les messages appellent au dialogue, à la fin des violences meurtrières dans les régions anglophones. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gutey, a discuté avec ces femmes. Il a fait savoir que le chef de l'État est disposé à dialoguer et mettre tout en œuvre pour la fin de cette crise anglophone et la fin des violences meurtrières dans cette région du Cameroun, au nord-ouest, mais aussi au sud-ouest. Le Premier ministre qui doit séjourner durant près d'une semaine à Bamenda, mais aussi à Buea, afin de prêcher la paix telle que sollicitée par le président de la République. Nous y reviendrons au cours de ce journal. Et évoquons à présent cet examen approfondi de la situation des droits de l'homme dans les régions en conflit, qui a viré en une escalade verbale et une opposition farouche entre certains membres de la Commission nationale des droits de l'homme et son président, Cheuta Divine. D'autres précisions avec Joël Essengue et Guy Zogo. Du Charivari à la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, lors de la session ordinaire de cette institution à Yaoundé. Alors que Divine Cheuta Banda, le président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, délivrait son discours, il a été interrompu par James Mwangi Kobila, son vice-président. Please, Mr. President, motion d'ordre. Stop the war. S'il vous plaît. Stop the war. Je voudrais savoir si actions are allowed en son nom ou au nom de la commission dans le cadre de cette session. Motion d'ordre. Dans la foulée, celui-ci était imité par un autre membre de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Parce que la situation est grave et nous ne pouvons pas nous permettre d'instrumentaliser. Je suis désolé, monsieur le président, avec tout le respect que je vous considérez que tout ce que le président dit le concerne seul. C'est donc ça. De son point de vue à lui seul. Quelques minutes plus tard, le président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés revenait sur cet incident. Vous avez constaté vous-même, j'étais en train de présenter mon discours, le discours du président de la Commission nationale des droits de l'homme. Et si ça a été interrompu, j'ai quand même continué pour finir mon discours. Pour Divine Cheuta Banda, il était question d'informer à la fois l'opinion et d'appeler l'attention du chef de l'État sur la situation des droits de l'homme au Cameroun. L'objectif de mon discours, c'était d'indiquer au public et au chef de l'État que nous sommes là tout à fait disposés à remplir notre rôle, à aider à régler le problème des droits de l'homme qui secoue notre pays, en tant que commissaire des droits de l'homme. Mais, pour le moins, au sein de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, on s'aperçoit que les violons sont loin d'être accordés sur la question des droits de l'homme au Cameroun.
L'une des principales préoccupations du président de la Commission nationale des droits de l'homme, c'est la situation dans les régions anglophones. Il a plusieurs fois attiré l'attention du chef de l'État sur la dégradation de la situation humanitaire et les violations des droits de l'homme sur le théâtre de cet affrontement armé entre groupes séparatistes et les forces de sécurité et de défense. Et depuis ce matin, le Premier ministre, chef du gouvernement, séjourne à Bamenda, dans le chaudron de la crise anglophone, afin de rassurer et convaincre les populations sur la volonté du chef de l'État à résoudre cette crise anglophone. Nous en parlerons dans ce journal. Évoquons une autre source de tension observée à Douala. Certes, l'accalmie est de retour, mais la journée de mercredi était particulièrement électrique à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala. Les populations se sont levées, mobilisées contre un projet gouvernemental visant à restructurer plusieurs quartiers à Bonabéry. Elles craignent d'être victimes d'expropriation sans véritable respect des procédures en vigueur au Cameroun. Reportage Eric Martial Ndiomo. Colère et amertume chez ces habitants du quartier Grand Hangar dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Depuis plusieurs semaines, ils sont hantés par la peur des déguerpissements et le spectre agité par la mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux, tout comme certaines administrations. Nous sommes arrivés ici en février 1975, que mon papa est entré à Grand Hangar et fait sa petite cabane. Et puis aujourd'hui, les gens ont suivi et puis vous voyez comment le quartier a grandi et puis c'est devenu une cité et qu'aujourd'hui, nous apprenons que la Maïtu veut venir prendre le quartier. Nous on dit non. Tout le quartier se lève et dit non à ce projet. Nous ne voulons pas. Voilà. En face, certains cadres de l'administration tentent, tant bien que mal, de rassurer, parlant de restructuration du quartier et non de déguerpissement. Tout ce qu'on est donc en train de raconter à gauche, à droite, c'est la pure désinformation. On est en train de vouloir restructurer un quartier qui est construit un peu en désordre, où les gens ont occupé des espaces publics. C'est ce que le gouvernement se propose donc de faire. Je voudrais donc tordre le cou à tous ceux qui vont raconter partout au quartier qu'on est en train de venir déguerpir les gens à Grand Hangar. Ça, c'est archi faux. On est en train de vouloir restructurer le quartier pour qu'il respire davantage. Cet argument, bien peu explicite pour les populations du quartier Grand Hangar, est battu en brèche par ces dernières. Pour elles, le quartier Grand Hangar, viabilisé par leurs soins depuis une quarantaine d'années, est désormais l'objet de nombreuses convoitises. Le projet de construction des logements sociaux n'est donc à la fin qu'un prétexte pour les exproprier. Grand compte près de 30 000 populations. C'est ça, maman. Plus de 30 000 âmes dans ce quartier. Papa Paul Biya, sauve-nous. Les enfants partent où? Sauve-nous, Papa Paul Biya. Grand Hangar est habité. Papa, merci pour nos routes que tu nous as données. Nous avons bien construit des maisons pour que le quartier soit beau. Les immeubles, les étages partout. Organisés en collectif, les près de 50 000 âmes qui occupent cet espace évalué à 85 hectares ne sont pas prêtes à accepter un délogement, une délocalisation, un déguerpissement ou toute autre proposition de l'administration. Nombreux ici disent détenir des titres fonciers. Le dialogue de sourds tend malheureusement à intensifier le climat de suspicion chez les habitants de Grand Hangar. Parlons à présent de deux localités dépourvues des services sociaux de base, situées dans l'arrondissement de Ntui, Kouloutou et Bandona. Ce sont des bassins agricoles qui manquent d'eau courante, d'électricité, mais également des écoles. Des centres de santé sont quasi inexistants. Ces localités riches en ressources forestières sont confrontées à une mauvaise gestion de ces ressources au grand désarroi des populations. Reportage Charles Melingui et Marcelin Gansop. Une image vaut 1000 mots à Kouloutou, petit village de l'arrondissement de Ntui, dans le département du Mbambekim. C'est cette eau de qualité douteuse qui étanche la soif des populations.
Une difficulté parmi tant d'autres que connaît le village Kouloutou. La route, nous n'en avions pas. S'il peut nous aider par rapport à ça, la case de santé et plus le problème d'eau, ravitaillement d'eau, nous n'avions pas d'eau. Même vous voyez ce que nous consommons comme eau. L'électricité, nous n'avions pas, nous sommes abandonnés par nous-mêmes. Pour nous soigner ici, vraiment, nous avions trop de difficultés. Pour nous soigner, il faut qu'on se rende au centre-ville d'Ntui pour prendre un peu de soin de nos corps. Non loin de là, à Bandona, un autre village de l'arrondissement de Ntui, l'accès des populations aux services sociaux de base est encore un rêve. Nous sommes obligés d'envoyer nos enfants en ville. Ça veut dire quittant le village à plus de 25-30 km pour fréquenter Ntui. Et cela est normal. Vraiment, la jeunesse de Bandona est vraiment déçue et très démoralisée par rapport à cela. J'ai été obligé d'aller construire une petite maison en Ntui où ma famille reste et tous vont à l'école là-bas. Nous n'avions pas d'école, nous n'avions pas d'hôpital. Pour avoir des premiers soins dans la case santé de N'Djamé, il faut parcourir au moins 15 km. Et si c'est dans la nuit ou alors la femme est enceinte, vraiment, je ne suis pas sûr qu'elle va accoucher. Nous avons même l'expression que c'est un village mort, puisque tout le monde accepte seulement se retrouver en Ntui ou Yaoundé, Douala et laissant le village tomber. Devant autant de difficultés, les populations se battent comme elles peuvent, avec les moyens de bord, comme ici, où elles essaient de remblayer les nids de poules qui jonchent la principale voie d'accès au village. Même quand tu as ton régime de plancton, même quand tu as même ton sac de cacao, même quand tu as même peut-être ta pourri, quelle voiture va entrer? Vraiment, les routes sont coupées, personne n'y entre, personne n'accède. Et quand il pleut, c'est encore pire, même un camion ne peut plus entrer. On nous parle de l'agriculture moderne, nous avons des sols riches, que vraiment l'État lance un coup d'œil à nous aidant, nous les populations de Bandona. Bandona et Kouloutou, comme les autres villages de l'arrondissement de Ntui, sont pourtant riches en ressources naturelles, à l'instar du bois. Mais leur exploitation laisse à désirer. Sur la trentaine de forêts communautaires que compte le département du Bas-Mekim, à peine 3 fonctionnent normalement. L'exploitation forestière illégale dicte sa loi et interpelle plus que jamais les responsables des forêts et de la faune. Plusieurs milliers de mètres cubes de bois, plus de 10 000 mètres cubes de bois ont déjà fait l'objet de saisies et certains engins. Plusieurs interpellations et dossiers de contentieux ont été transmis à qui de droit. Nous allons continuer à accentuer, n'est-ce pas, la répression, mais le point d'honneur sera beaucoup plus mis sur la sensibilisation, sur l'information, n'est-ce pas, et sur l'amélioration de l'accès à la ressource auprès des populations. L'enclavement et la misère ambiante dictent leur loi dans plusieurs villages de l'arrondissement de Ntui. Les populations appellent les autorités à se préoccuper de leur sort en leur apportant le strict minimum dont elles ont besoin pour sortir les localités du sous-développement. Au regard de l'inefficacité des politiques agricoles au Cameroun, le gouvernement en difficulté sollicite la coopération internationale suisse afin de résoudre le sempiternel problème d'accès aux semences agricoles de qualité et moindre coût pour les agriculteurs au Cameroun. D'autres détails avec Rodin Gassi et Ike Cyril. Longtemps annoncé dans les discours, l'agriculture de seconde génération tarde à prendre corps au Cameroun. La faute à l'absence de semences de bonne qualité. Pour y remédier, la société suisse Triglobal vole au secours des pouvoirs publics. Au cours d'une audience au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, elle annonce pour bientôt la construction d'une unité de production de plants au Cameroun. Il était question de briefer le ministre sur le projet que Triglobal est en train de mettre en œuvre au Cameroun, c'est-à-dire de mettre en place des unités de production des semences, des plants à une échelle industrielle, plants de grande performance et qui doivent servir à tous les différents projets, ministères techniques. Le Cameroun dispose de ressources humaines fiables. Ce qui manquait jusque-là, à en croire le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, c'est l'accompagnement financier nécessaire à la production des semences afin de booster l'agriculture de seconde génération. La contribution de Triglobal
arrive donc à point nommé. Nous avons la compétence à l'Irak, nous avons les ressources humaines, nous avons tout ce qu'il faut, nous faisons des créations validables. C'est-à-dire que nos chercheurs sont performants dans ce domaine-là. Ce qui nous manquait justement, c'était un partenaire comme eux pour produire à grande échelle, afin de subvenir à l'agriculture de seconde génération. Vous savez, c'est la semence de base qui est le point zéro pour commencer. Donc maintenant, avec le financement qu'ils vont apporter, avec la technicité, la technologie que nous avons au niveau de l'Irak, nous avons tout ce qu'il faut. Donc nous pensons que ce projet sera très important pour notre pays. Un protocole d'accord a d'ores et déjà été signé entre Tri Global et les pouvoirs publics, notamment le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire pour la construction d'une unité de semences au Cameroun. Reste à savoir si cette fois-ci est la bonne, afin que l'agriculture de seconde génération prenne son envol au Cameroun. Après l'échec des premières missions gouvernementales sur le théâtre de la crise anglophone, Joseph John Gouté, chef du gouvernement, envoyé spécial du chef de l'État, s'est engagé, je vous le disais en titre, dans une mission à haut risque à Bamenda, à savoir convaincre l'opinion publique de la volonté ferme de Paul Biya à engager un dialogue et mettre fin à 3 ans de violences meurtrières dans le chaudron de la crise anglophone. À peine arrivé à Bamenda, le Premier ministre a été accueilli par les pleurs de ces femmes victimes de cette guerre. Elles ont exprimé leur tristesse, leur souffrance et leur exaspération devant l'enlisement de cette crise anglophone. On fait le point avec nos envoyés spéciaux Jonathan Babila, Innocent Abega et Jean-Paul Chouniat. Ses premiers pas sur le sol de Bamenda, en sa qualité de Premier ministre chef du gouvernement, Chief Joseph Ndion Gouté est né à nez avec un groupe de femmes du Nord-Ouest, tout en pleurs, avec des messages sur leurs pancartes, exprimant à suffire les douleurs et souffrances qu'elles endurent depuis le début de la crise anglophone. Dans l'impossibilité de vaquer à leurs travaux champêtres et petits commerces depuis 3 ans, ces femmes crient surtout leur mal-être de perdre chaque jour un être cher, tombé sous les échanges de tirs nourris entre les forces de défense et les sécessionnistes anglophones. Apaisées par les premières paroles de réconfort du chef du gouvernement, ces femmes sont aussitôt reçues en audience, où chacune d'elles vide son sac de frustration et de mélancolie devant le patron de l'immeuble Étoile. Devant l'appel insistant des populations pour un retour à la paix dans le Nord-Ouest, Joseph Ndion Gouté leur transmet le message de Paul Biya. Demander à leurs enfants et frères de sortir des forêts et déposer les armes avant toute discussion. Et pour les problèmes politiques, il m'a demandé de dire que on mit la séparation et la sécession parce que lui, en tant que chef de l'État, président de la République, il a juré de garder le pays uni. Donc, la séparation n'est pas à l'ordre du jour. Mais on mit ce point. Toute autre chose peut être discutée. Durant près de 3 jours, le Premier ministre chef du gouvernement échangera avec tous les acteurs politiques, les associations, la société civile et tous les enfants du Nord-Ouest soucieux de contribuer à un retour à la paix dans toute la région. Vous venez de suivre ce reportage de nos envoyés spéciaux du côté de Bamenda, le Premier ministre qui est venu partager et transmettre le message du chef de l'État, Paul Biya, qui dit être disponible, ouvert au dialogue à condition que la sécession ne fasse pas partie, ne soit pas à l'ordre du jour de ces discussions. Et au préalable, il souhaite que ces enfants camerounais qui ont pris les armes sortent des forêts, déposent des armes et viennent discuter avec le président de la République, le chef de l'État qui s'est encore exprimé ce jour sur son compte officiel Facebook, le président de la République qui appelle les Camerounais, quelle que soit leur sensibilité politique, ils doivent se rappeler qu'ils sont les fils et les filles d'un même pays, s'exprime ainsi le président de la République, quelle que soit votre sensibilité politique. Rappelez-vous que vous êtes les fils et les filles d'un même pays. Ce sont les propos du président de la République sur son compte officiel Facebook. Dans le reste de l'actualité, l'université de Douala qui tient son premier salon des études pharmaceutiques, une occasion pour les étudiants en pharmacie d'évoquer un épineux problème, à savoir la qualité de la formation
notamment sur le plan pratique, l'opportunité pour eux de pouvoir expérimenter les formations théoriques reçues dans les amphithéâtres de l'université de Douala. Reportage Gladys Sidier. Le pharmacien est le dernier acteur de la chaîne de la prise en charge médicale. Il est celui qui met le médicament à la disposition du patient. C'est dire combien est capital son rôle. Le grand public en sait assez sur la médecine, sur les formations médicales, sur ce à quoi ça aboutit. Mais on ne sait pas toujours quelles sont les formations pharmaceutiques, à quoi ça aboutit, qui peut y entrer, quels sont les débouchés. Donc le fait que ce premier salon se tienne ici à l'université de Douala, ça permet de vulgariser les formations qui sont faites ici. Contrairement aux idées reçues, le pharmacien n'est pas forcément celui qui se trouve derrière le comptoir dans une pharmacie. Son rôle est beaucoup plus scientifique, d'autant plus qu'il doit s'assurer de la qualité du médicament mis en vente. On a besoin d'un pharmacien tourné vers le patient, qui maîtrise les disciplines scientifiques, mais également les ressources humaines, c'est-à-dire tout ce qui lui permet de bien comprendre l'environnement dans lequel il est, le patient, de comprendre ses problèmes et de trouver des solutions avec les autres professionnels de santé. Et troisièmement, que cela soit compris par les politiques. Il est important que demain on parle de rémunération du service pharmaceutique à l'officine. Alors pour arriver à ça, il faut des textes, il faut des lois. Ouvrir le champ des possibilités, explorer de nouvelles opportunités, les étudiants en pharmacie le pensent aussi. Seulement, ils n'ont pas toujours les moyens nécessaires pour mener à bien leurs recherches. La formation se passe, on ne peut pas toujours dire dans de bonnes conditions puisque le matériel vraiment n'est pas tellement à la pointe pour qu'on puisse rivaliser par exemple avec les universités étrangères. Donc on oublie de se batailler, on se bataille de jour en jour, on essaie d'utiliser les moyens de bord pour pouvoir joindre les deux bouts. Et surtout, on a envie vraiment que la pharmacie ait une place au Cameroun parce que c'est une filière qui est en plein essor dans notre pays. Pour améliorer la formation, le souhait serait beaucoup plus axé sur les spécialisations. Parce que quand nous sortons tous des pharmaciens généralistes. Et après, maintenant, pour se spécialiser en un domaine spécifique, au Cameroun, c'est difficile. Enjeux et défis des études pharmaceutiques dans une profession en pleine mutation, c'est le thème qui a meublé les débats lors du tout premier salon camerounais des études pharmaceutiques organisé par l'université de Douala. Dans le coupé Manengouba, le torchon brûle dans plusieurs villages et pour cause, l'installation des nouveaux chefs traditionnels est contestée par les populations au point où il y a eu des affrontements et des morts dans plusieurs villages situés dans le coupé Manengouba. Le préfet a dû se déplacer afin d'appeler les populations au calme. D'autres précisions avec Kediara dans ce reportage. L'arbre de la paix et la cola offert au préfet en guise de cessation des hostilités, d'un retour au calme et à la paix dans les villages Bouba 1, 2 et 3, localités situées dans le département du Coupé Manengouba, région du Sud-Ouest. Le problème ici actuellement était non seulement le problème des chefferies, mais aussi un véritable problème de l'Amazonie. Parce que nos frères avec qui nous étions hier se sont levés contre nous et vraiment nous avons eu tellement de peine, mais nous souhaitons le vivre ensemble et que la paix revienne. À l'origine de ce cérémonial, une bataille de succession à la chefferie de ces villages depuis 2015 et dont le bilan lourd fait état de 10 morts, plusieurs blessés et de nombreuses personnes déplacées. Pour tenter de résoudre ce conflit qui n'a que trop duré, le chef de terre du département, Kenyato Augustine, a frappé du poing sur la table. Nous sommes dans la chefferie de Niasoso, ici. Maintenant, le chef de Niasoso, on va travailler avec le chef de Niasoso pour désigner son représentant. Pas le chef, hein. Le représentant du chef de Niasoso ici, parce que c'est sa chefferie. Hein. Les gens qui sont les commandos, ils envoient les enfants ici de ranger. Je dis qu'il faut que ça finisse. Les histoires que vous parlez, n'est-ce pas, de landlord là, c'est ça qui fait le problème. Hein. L'affaire de landlord. Et on a perdu beaucoup de gens dans ces localités pour ça. En plus des précisions apportées sur le principe de gestion véritable de ces quartiers
et leur rapport avec le village Niasoso, il a expressément demandé aux riverains de tout faire pour un retour imminent de la paix dans la localité. Que ceux qui font le désordre, n'est-ce pas, cessent de faire le désordre. Je suis venu ici aujourd'hui pour demander la paix. Un message qui n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Tous ceux qui étaient hors du village sont tous revenus. Donc nous voyons vraiment que tous ceux qui sont sortis, ils veulent vraiment la paix et qu'ils veulent revenir dans le village et continuer avec leurs travaux champêtres. Après cette réunion, les habitants de Bouba sont retournés chacun chez eux, satisfaits des résolutions prises et prêts à tourner la page. Et pour le rétablissement de la paix, le président de la République pense que chacun d'entre nous doit jouer un rôle pour le rétablissement de la paix, pour le maintien de l'ordre et de la sécurité. Ce sont les propos du président de la République sur son compte officiel Facebook. Quelle que soit votre tribu, votre religion, quelles que soient vos convictions politiques, vous êtes tous filles et filles d'un seul et même pays. Propos du chef de l'État sur son compte Facebook. Le président de la République qui vient également de perdre l'un de ses plus fidèles et proches collaborateurs, Martin Belinga Eboutou, ancien directeur du cabinet civil de la présidente de la République, n'est plus. Durant son parcours dans la haute administration, il s'est illustré comme un diplomate de haut vol, mais aussi un responsable avisé des affaires réservées du président de la République. C'est un portrait signé Gizogo. Martin Belinga Eboutou, l'une des figures marquantes du régime de Paul Biya, vient de quitter la scène des suites de maladie dans un hôpital genevois. Né en 1940 en Kilzok, dans le sud Cameroun, au départ destiné à la prêtrise par ses parents, d'où son parcours dans les établissements confessionnels, dont le petit séminaire d'Akono et d'Edea, où il rencontre Paul Biya, il finira pourtant diplomate. Dans ce corps, sa silhouette longiligne, doublée de gestes gracieux, le feront remarquer au poste de chef de protocole du président de la République. Dans la foulée, bénéficiant de la confiance de Paul Biya, il occupe les fonctions de directeur du cabinet civil à 2 reprises. Il s'illustre aussi comme diplomate aux Nations Unies, notamment représentant du Cameroun au sein de cette organisation, au point de présider le Conseil de sécurité en 2002, à l'heure de l'intervention américaine en Irak. On lui prêtait beaucoup de pouvoir, en l'occurrence sa capacité à faire nommer des personnalités au sein du gouvernement. Il empêche. Il a fini par quitter le cabinet civil en mars 2018 à la surprise générale. La chronique renseigne qu'il avait mal pris cette éviction. De là à croire qu'il ne s'en est jamais remis, beaucoup le pensent sans hésiter. Un public reportage dans ce journal. Orange Cameroun illumine les Jeux universitaires à Tian, dans le département de la Menoie. Des séminaires de formation et de sensibilisation des jeunes sur les opportunités d'emploi, également des animations artistiques dans le village des Jeux universitaires à Tian, meublent les activités d'Orange Cameroun dans le village des Jeux universitaires dans la ville de Tian. Reportage. Orange Cameroun, davantage le plus proche des étudiants au 22e rendez-vous sportif des COPS. Orange Cameroun, partenaire des universités et sponsor majeur des Jeux 2019. Orange Cameroun participe à la 22e édition des Jeux de Tchang à travers 1. La présentation du programme Jeune Orange Pulse. Orange Pulse, qui est la plateforme, le programme dédié à tous les jeunes. Donc Orange Cameroun a à cœur d'accompagner les jeunes dans le développement des compétences dont ils auront besoin plus tard en entreprise. Nous créons une junior entreprise qui existe dans chaque université étatique du Cameroun aujourd'hui, qui sont des chapes d'Orange, et nous constituons en fait ces équipes-là qui sont des jeunes, qui sont au nombre de 25 par université, qui se constituent en entreprise. Une idée qui permet aux étudiants de s'imprégner sur ce que c'est que le travail en entreprise, développer les compétences et apprendre à manager les équipes. Nous sommes dans le campus pour dire aux étudiants, vous pouvez rêver, vous devez travailler dur pour atteindre vos objectifs, et nous allons vous accompagner à développer toutes ces compétences-là. Orange Cameroun est présente au campus de l'université de Tchang avec plusieurs casquettes. Donc Orange est partenaire des universités et en même temps également sponsor des Jeux.
À ce double titre, notre présence ici au Jeux universitaires s'inscrit dans la même logique. Donc nous avons des activités que nous faisons au quotidien avec les étudiants et que nous allons finaliser ici. Donc je parle de tout ce que nous faisons sur le programme Pulse dans les universités. Nous avons également tout ce qui est naturellement dans le milieu des étudiants entertainment. Donc nous avons prévu un grand concert qui va clôturer les Jeux universitaires. Nous avons le déploiement et nous avons fait venir nos leaders des différentes universités. Donc nous avons pratiquement sur le site ici là 200 étudiants qui viennent de partout et qui vivent ainsi l'expérience Orange. Plusieurs activités se déroulent durant cette période des Jeux, journées thématiques, ateliers, compétitions, etc. avec en apothéose un concert géant Orange Pulse Party. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Ça se déchire en direct au Comité national des droits de l'homme et des libertés. Vous avez vu comment le président Shehu Tadivan a été plusieurs fois interrompu par les membres de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, et parmi ces membres qui contestent le président, notamment sur son allocution concernant la situation des droits de l'homme au Cameroun et sa position toujours critique à l'encontre du gouvernement, de sa manière avec laquelle elle gère la crise anglophone, ce qui n'a pas du tout plu à certains membres qui estiment que le président parle en son nom et non au nom de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Le Premier ministre John Gouté dans le chaudron de la crise anglophone. Le Premier ministre Joseph John Gouté qui est allé convaincre les populations de la disponibilité et la volonté de Paul Biya, le chef de l'État, à dialoguer sur tous les sujets, sauf la sécession du Cameroun, et avec une condition, celle de voir ces jeunes sortir des forêts, déposer les armes. Et là, Paul Biya, dit-il, sera prêt à discuter avec ces populations. Le Premier ministre est allé convaincre également ces femmes victimes de la guerre, exaspérées de l'enlisement. Il les a fait savoir que le chef de l'État est prêt à tout engager, à tout mettre en œuvre pour mettre un terme à 3 ans de violences meurtrières dans ces régions anglophones. Oui, il nous a habitués à cela. Depuis le 22 avril dernier, Paul Biya a encore tweeté aujourd'hui. Il fait savoir aux Camerounais qu'ils ont tous un rôle à jouer dans le rétablissement de la paix, dans le maintien de l'ordre et de la sécurité. Il fait savoir, quelle que soit votre tribu, votre conviction politique, votre appartenance religieuse, nous sommes des filles et fils d'un même pays, fait savoir le chef de l'État sur son compte officiel Facebook ce jeudi. Voilà, c'est donc l'essentiel de Equinox Soir. Deuxième partie, madame, monsieur, bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi 20h. Rendez-vous lundi 20h. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, la suite Equinox Soir en compagnie de nos 4 invités, comme toujours.